Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Infandum. Aujourd'hui, nous lisons les chapitres 11 et 12. 28 février, 14h32. Je suis allée dans l'Infandum la nuit dernière et une chose incroyable s'est produite. J'ai de nouveau vécu une expérience télépathique. Enfin, je crois. Cela n'était pas arrivé depuis presque 10 ans. Je me demande si c'est le fait d'en avoir discuté avec Anne qui a stimulé cet aspect de mon pouvoir. Avant d'évoquer ce grand événement, je souhaite raconter mon rêve préliminaire, car il mettait en scène Maya. En général, j'aime bien la voir apparaître dans mes songes, mais cette nuit c'était plutôt stressant. Je me trouvais au zoo et celui-ci était totalement désert. Même les employés étaient absents. Je me promenais d'un pas tranquille, sans rien trouver d'anormal à cette situation, et arrivais devant l'enclos de Maya, qui pour une fois n'était pas caché. Elle se tenait allongée sur sa structure d'escalade faite de troncs d'arbres. Je m'approchai pour lui dire bonjour et remarquai alors une chose étrange. La porte donnant accès à l'intérieur de l'enclos était ouverte, ce qui n'arrive normalement que lorsque Maya est enfermée dans sa loge. Je considérai un moment cette aberration en me demandant qui avait bien pu être aussi négligent, puis une décharge de terreur me traversa soudain. Un collègue était peut-être entré en croyant que le jaguar était confiné. Des soigneurs ont déjà été tués par de grands félins dans ce type de circonstances. Tandis que je me figurais le cadavre mutilé d'un de mes coéquipiers, Maya descendit de son perchoir, puis s'approcha de la porte ouverte tout en me fixant. Elle ne paraissait pas agressive, mais il y avait une tension dans son regard, dans sa démarche, et je pris conscience de la très mauvaise posture dans laquelle je me trouvais. Je ne savais pas quoi faire. Si je courais, elle me rattraperait. Si je ne bougeais pas, elle risquait de me sauter dessus. Il est conseillé de toujours rester calme face à un prédateur, sauf qu'il y a une différence entre s'imaginer vivre cette scène et la vivre réellement. Mon cœur battait si fort qu'il me semblait sur le point de lâcher. Je connais pourtant bien Maya. Je la nourris, je lui parle, je nettoie son enclos et sa loge. Elle se montre souvent amicale quand je viens la voir, et j'ose croire qu'elle me reconnaît, voire qu'elle m'apprécie. Tout cela fut balayé en une seconde. À l'instant où elle franchit la porte et que nous nous retrouvâmes dans le même espace, sans les clôtures, les grillages ou les vitres qui d'ordinaire nous séparent, la relation qui existait entre nous se désintégra. Ce n'était plus Maya qui se tenait devant moi. C'était un animal sauvage dangereux, imprévisible, effrayant. Je réalisais brutalement que j'ignore tout de ce jaguar. Je n'avais pas la moindre idée de ses intentions tandis qu'il s'avançait dans l'allée au milieu de laquelle j'étais pétrifiée. Son regard que j'aime tant contempler paraissait désormais aussi glacé que celui d'une statue. Alors que, pour la première fois, je me trouvais bel et bien avec Maya, celle-ci devenait une inconnue. Une créature étrangère que je ne pourrais jamais comprendre. Cette désillusion me blessa au point que j'en oubliai ma frayeur l'espace d'un instant. Le félin trottait maintenant vers moi avec détermination. Au mépris du bon sens le plus élémentaire, je m'enfuis en courant. Ma poitrine et mon ventre étaient si contractés que je parvenais à peine à respirer. Je sentais l'adrénaline déferler dans mes veines. Je pensais, elle est plus rapide, elle va m'attraper, et j'étais sûre de mourir. C'est alors que je la vis, la zone ombreuse. Cette frontière de l'Infandum qu'Anne appelle aphotique. Je n'aime pas ce mot, il est beaucoup trop moche. Le chemin menant de l'enclos de Maya à la volière des Aras était bordé de bambous qui ployaient vers l'intérieur et se rejoignaient pour former une voûte, de sorte que l'allée s'était transformée en tunnel ténébreux. Je me précipitai dans l'obscurité qui m'enveloppait aussitôt. L'air devenait très dense et je devais lutter pour avancer, mais je continuais de courir au risque d'épuiser toutes mes forces, car je savais que Maya me pourchassait. Parvenu de l'autre côté du tunnel, après un temps infini, je débouchai non pas sur la volière des Aras, mais sur le jardin d'une maison. Je m'arrêtai puis me retournai. Aucune trace de Maya. Le rêve pré-Infandum était terminé. 19h48. J'ai dû m'interrompre car je commençais à être fatiguée d'écrire tout ça. Donc, je venais d'arriver dans l'Infandum. Cela faisait un moment que je n'avais pas franchi une zone ombreuse. Je n'ai aucun contrôle sur leurs apparitions. Parfois, elles se dévoilent plusieurs nuits d'affilée, puis il s'écoule des semaines avant que je tombe à nouveau dessus. La maison qui se dressait devant moi m'était inconnue, et les environs avaient un aspect flou, comme si la scène était filmée à travers un objectif qui faisait le focus sur la bâtisse en laissant le reste se fondre dans la brume. J'avais observé le même phénomène en accédant à l'esprit de mon arrière-grand-mère puis à celui de mon grand-père. Il régnait un silence étrange autour de la maison. L'atmosphère m'évoquait celle d'une vieille photo décolorée. En traversant le jardin, je remarquai un garçon assis sur une balançoire. Il devait avoir 13 ou 14 ans et paraissait aussi dépourvu de substance que le décor. Son regard me suivait sans vraiment me voir. Ses yeux éteints n'avaient aucune expression. Il était à l'image de son environnement, sans relief ni profondeur.
Je l'observai un instant se balancer mécaniquement, puis j'entrai dans la maison. L'intérieur se révéla aussi morose que l'extérieur. Par endroits, le décor devenait presque diaphane et semblait s'étioler. Je parvins dans un salon au contour mouvant, où se trouvait un couple que je supposais être les parents du garçon. La femme était assise dans un fauteuil avec un livre dont elle relisait indéfiniment la même page. L'homme bricolait une étagère en effectuant toujours le même geste, à la manière d'un automate. Je m'avançai dans la pièce, toujours avec cette impression d'évoluer à l'intérieur d'une vieille photo. Une voix profonde s'éleva alors dans mon dos en me flanquant une sacrée frousse. Théroumax était allongé sur un canapé, devant lequel je venais pourtant de passer sans rien remarquer. Je suis certaine qu'il n'y avait personne dedans une seconde plus tôt. « Je m'attendais à te croiser ici d'une nuit à l'autre, » dit le jaguar. Je lui demandai ce qu'il faisait là et quel était cet endroit fantomatique. « C'est un de mes lieux favoris. Je vais en profiter avant qu'il disparaisse. »« Pourquoi est-ce qu'il disparaîtrait ?» Ils finissent tous par se dissoudre dans l'oubli. Certains après quelques semaines, d'autres au bout de plusieurs années. Celui-ci n'est plus très loin de la fin. Bientôt, il s'effilochera complètement, puis s'évanouira sans laisser la moindre trace, comme s'il n'avait jamais existé. Je voulais en savoir plus, mais Théroumax poursuivit aussitôt. « Je sens de la frayeur en toi. Que t'est-il arrivé ?» Je lui racontai le rêve avec Maya. Une drôle de lueur éclairait ses yeux quand il déclara « Cela ne m'étonne guère que tu te sois enfui. Ton âme est si faible que tu te comportes comme une proie jusque dans tes songes. »« Ce n'est pas vrai, je ne suis pas faible. Tu n'as pas eu le courage de tuer toi-même l'oiseau que tu m'as offert en sacrifice. Il a fallu que tu te procures un cadavre après avoir laissé quelqu'un d'autre faire le travail à ta place. Tu n'as donc pas aimé mon cadeau ? Toute la bonne volonté du monde ne vaut rien si elle ne s'accompagne pas d'une force d'âme suffisante pour faire ce qui doit être fait. Qu'est-ce que ça changerait si j'avais tué ce poulet moi-même ? Le résultat aurait été identique. » Théroumax changea légèrement de position. Je vis ses muscles se tendre et fus soudain persuadé qu'il allait me sauter dessus, mais il se contenta de me sermonner. « Tu possèdes un grand pouvoir, Cassandre. Je t'ai choisi entre toutes car j'ai senti la force qui gronde en toi. Tu t'obstines pourtant à l'enfermer dans une cage, comme ce jaguar de zoo que tu prétends aimer tout en le gardant prisonnier entre des grillages et des clôtures. Et pourquoi fais-tu cela ? Parce que tu as peur. Tu es terrifié à l'idée de libérer une chose qui transgresse les règles imaginées par les humains pour se protéger de ce qu'ils ne peuvent maîtriser. » Je tentais de protester, mais le cœur n'y était pas vraiment, et il me jaugea d'un œil sévère. « Tu dois te débarrasser de ta peur de l'interdit et du sentiment de culpabilité qui t'empêche d'agir. » Théroumax descendit alors du canapé pour s'approcher. Il passa près de moi en me frôlant et je posai la main sur son dos pour sentir son pelage. Ensuite, il se mit à rôder dans la pièce tout en déroulant son argumentaire. La culpabilité est un concept qui n'a de valeur que pour celui qui y croit. Lorsque tu parviendras à te défaire de cette camisole psychologique, tu acquerras une puissance quasi absolue. Tu auras enfin gagné le titre de sorcière avec lequel tu te pavanes sans pourtant l'avoir mérité. Cette dernière remarque me piqua au vif. Et ça m'apporterait quoi, hein ? Être une sorcière ne sert à rien. Mélanie était la plus talentueuse et ça ne l'a pas empêchée de se faire kidnapper. Théroumax s'immobilisa près du monsieur bricoleur, qui se fichait comme d'une guigne d'avoir un jaguar dans son salon, et me fixa très intensément. Cesse de dire des sottises. Combien de fois t'a-t-on complimenté sur ta beauté ? N'as-tu pas une santé de fer ? N'as-tu jamais remarqué que les circonstances paraissent toujours s'accorder pour te permettre d'obtenir ce que tu désires ? Crois-tu que tout cela n'est dû qu'au hasard ? Non, mais c'est toi qui m'as béni en apposant ta patte sur ma tête lors de notre première rencontre. Je n'ai aucun mérite là-dedans. Il y a une différence entre se voir offrir une chose et la conserver. Une autre que toi n'aurait pas su maintenir à long terme les dons que je t'ai octroyés. C'est ton pouvoir qui les entretient. Un pouvoir dont tu n'as fait qu'effleurer la surface. Abandonne tes craintes et tes scrupules, libère ton esprit en surmontant les lois que tu crois inviolables. Tue, et les modestes privilèges dont je t'ai fait cadeau te paraîtront ridicules face à la puissance qui deviendra tienne. Il fit mine de s'en aller, en ajoutant l'air de rien. Je doute cependant que tu en sois capable. Il y a trop de fragilité dans ton cœur. J'en suis capable. Alors prouve-le. Suis mon exemple. Et là, soudain, il se retourna vers le monsieur bricoleur, puis lui arracha la gorge d'un seul coup de griffe. Le sang jaillit à travers toute la pièce, jusque sur le mur de l'autre côté, jusque sur mes vêtements, jusque sur les pages du livre de la dame dans le fauteuil.
Je sursautai si fort que je manquais de me réveiller. L'homme n'émit pas un son. Il bascula lentement en arrière, puis tomba comme une masse. Théromax se plaça au-dessus de lui, s'allongeant presque sur son corps, puis referma ses mâchoires sur le cou lacéré. J'entendis un affreux craquement qui résonna dans mes oreilles avec un tel réalisme que l'on aurait cru un bruit réel plutôt qu'un bruit de rêve. Les crocs de Théromax broyèrent la trachée et les vertèbres sans aucune difficulté. Après 2 ou 3 violentes tractions, la tête du malheureux bricoleur se trouva séparée de son corps. J'avais reculé contre un mur et j'essayais de me cacher les yeux derrière mes mains, sans toutefois y parvenir car une force invisible m'obligeait à écarter les doigts pour regarder. Théromax saisit la tête tranchée dans sa gueule, puis la transporta vers la table basse devant le fauteuil de la lectrice. Celle-ci avait levé les yeux de son livre et suivait l'action sans paraître très intéressée. Elle considéra la tête de son mari d'un air vaguement étonné. Théromax se détourna, puis quitta la pièce sans m'adresser un regard. « 22h34. Je restai pétrifié un moment, contemplant tour à tour les éclaboussures de sang, le corps décapité, la tête posée sur la table et le visage inexpressif de la femme avec ses yeux de poisson mort. Je suivis ensuite Théromax dans le couloir qu'il avait emprunté, puis le retrouvai dans une chambre d'enfant. Plusieurs poupées traînaient dans la pièce et un détail me frappa. Elles gisaient toutes face contre terre. Il y avait également une immense bibliothèque remplie de livres qui occupait une bonne partie du mur près du lit. Théromax se dirigea vers une armoire blanche avec des portes en accordéon qu'il ouvrit en grand. Je découvris alors que le meuble n'avait pas de fond et donnait sur une forêt ténébreuse. J'apercevais les premiers troncs qui luisaient faiblement juste au-delà du seuil, tandis que les profondeurs demeuraient plongées dans une obscurité totale. La lumière de la chambre semblait incapable d'éclairer ces bois, comme si l'armoire formait une barrière anti-photon. Cela me fit beaucoup penser à une zone ombreuse, mais j'étais perplexe, car je n'en avais encore jamais vu au sein de l'Infandum. Quand j'emprunte l'un de ces passages au cours d'un rêve préliminaire, il s'efface derrière moi. Théromax sauta dans l'armoire, puis s'enfonça entre les arbres. « Attends !» m'exclamai-je. Je m'apprêtais à le suivre lorsqu'un sentiment de peur horrible me fit stopper net. C'était bien pire que l'angoisse éprouvée lorsque je franchis mes zones ombreuses habituelles. L'obscure forêt irradiait quelque chose d'incroyablement puissant, qui faisait courir des frissons dans tout mon corps. Je crus même sentir mes cheveux se dresser sur ma tête et rester planté devant les portes comme une imbécile. Théromax se retourna vers moi. Il avait déjà commencé à se fondre dans les ténèbres. Je ne distinguais plus que ses yeux brillants et ses crocs qui bougeaient à mesure qu'il parlait. « Tu ne peux pas m'accompagner. Ces bois ne sont pas pour les petites filles. Je suis une adulte. Une petite fille affublée d'un corps d'adulte. Et comme n'importe quelle petite fille, tu as peur de ce qui se cache dans le noir. Même si je t'y invitais, tu n'arriverais pas à poser un pied dans l'armoire. » Il avait raison. J'étais tétanisé par cette entité dont je devinais la présence au cœur de la forêt. Je ne pouvais pas avancer. Théromax se mit à sourire dans la pénombre, et il se produisit alors un truc inexplicable, le genre qui ne survient que dans les rêves. Le jaguar reculait sans effectuer le moindre mouvement. Ses yeux jaunes et sa grimace démoniaque suspendue dans l'obscurité s'éloignaient par à-coups quasi imperceptibles. Chaque fois que je clignais des yeux, ils étaient un peu plus loin, puis encore un peu plus loin, puis encore un peu plus loin, mais sans jamais bouger de leur position, comme si Théromax se tenait sur un tapis roulant. Sa voix était caverneuse quand il déclara « Lorsque tu seras devenue une sorcière accomplie, je t'emmènerai avec moi au fond des bois. » Puis il disparut. Je me retrouvai seule face à cet endroit qui me terrifiait sans que je comprenne pourquoi, dans une chambre d'enfant perdue au sein d'une maison fantôme. J'étais furieuse. Contre Théromax qui me méprisait, contre moi-même qui une fois encore n'était pas à la hauteur. J'avais envie de claquer les portes de l'armoire, mais n'osais pas les toucher. Je quittai donc la chambre pour revenir dans le salon. La dame au livre n'avait pas bougé. Elle regardait toujours la tête de son mari dans le blanc des yeux, avec une expression hébétée. Toute la fureur que j'éprouvais se concentra alors sur cette femme. Je m'avançai vers elle sans prêter la moindre attention au corps décapité gisant en travers de mon chemin. J'ignorais ce que je comptais faire, mais il fallait que je fasse quelque chose. Un truc vraiment méchant. Je me plantai devant la dame et me préparais à la couvrir d'injures, à lui cracher à la figure les pires insultes imaginables. Mais quand j'ouvris la bouche, rien n'en sortit. Les mots restaient bloqués, mon esprit était comme vide, je n'arrivais pas à articuler quoi que ce soit.
Ma colère s'en trouva décuplée, et j'entrai dans une rage noire. Ma main droite se crispa sur quelque chose, et en baissant les yeux, je découvris un couteau entre mes doigts. Je l'abattis sur le visage de la femme, mais ne réussis pas à l'y planter. Sa peau était étrangement caoutchouteuse, beaucoup plus résistante que je ne m'y attendais. Une nouvelle tentative au niveau de la gorge se solda par un échec similaire. L'inconnu me laissait la frapper sans réagir et je m'énervais de plus en plus, consterné de ne pouvoir lui infliger ne serait-ce qu'une égratignure alors que Théromax avait arraché la gorge du type sans difficulté. Je commençai à crier, à grogner comme un animal sauvage. Je saisis le couteau à 2 mains pour donner davantage de force à mes coups. Enfin, la peau d'une joue se déchira. Je poignardai alors à tout va et plusieurs blessures apparurent, mais il n'y avait pas de sang. Pas une seule goutte, alors que le meurtre du mari avait pourtant été très gore. Ce détail ne m'interpella pas sur le moment et je continuai à m'acharner. Mon regard glissa vers la tête de l'homme posé sur la table basse et j'éprouvai une singulière satisfaction à l'idée qu'il puisse me voir en train de lacérer le visage de sa femme. Cela me donna un surcroît d'énergie. Le couteau creusait maintenant des entailles profondes, je le sentais traverser de l'os. Les yeux de ma victime devinrent tout noirs et s'enfoncèrent dans leurs orbites comme s'ils allaient tomber à l'intérieur du crâne. Une sorte de vibration me traversa de la tête aux pieds, et je perçus dès lors la contraction de chaque muscle de mon corps, soudain pleinement consciente de sa structure, de ses contours et de ses mécanismes. Mes coups n'étaient plus hasardeux, mais précis, concentrés, impitoyables. Le visage de cette femme, avec sa peau élastique qui m'avait tant résisté, se désagrégeait sous la violence de mes assauts. Une exaltation somptueuse s'empara de mon âme et je pensais « Mon pouvoir, je le sens, il est en moi ». J'aurais pu continuer jusqu'à ce qu'il ne reste absolument rien de ma victime. Mon extase s'intensifia cependant jusqu'à la limite du supportable et cela finit par me réveiller. J'étais sur le dos dans mon lit, les bras levés au-dessus de ma tête, comme chaque fois que je voyage dans l'Infandum. Je restais longtemps immobile. Mon cœur battait fort, mais je n'avais pas peur. Je souriais dans l'obscurité de la chambre. J'étais heureuse d'avoir éprouvé mon réel pouvoir. Je suis certaine que Théromax me regardait, car il est omniscient comme toutes les divinités. J'espère qu'il a été fier de moi. Quant à cet esprit évanescent dans lequel nous nous trouvions, j'ignore à qui il appartient, mais je me demande s'il ne s'agirait pas d'une des victimes de l'étrangleur de fillettes. Avoir visité ces souvenirs serait le truc le plus cool qui me soit arrivé depuis longtemps.